Bonsoir à vous tous. C'est notre leçon numéro 89 et aujourd'hui, on a le grand plaisir d'accueillir parmi nous un éditeur et un auteur en même temps assez connu en France, Monsieur Marc de Smet. À l'origine, moi, j'ai connu ce nom en tant qu'éditeur et directeur de collection, surtout la fameuse collection Spiritualité vivante qui paraît chez Albert Michel, là où il a succédé à un grand, d'ailleurs, écrivain spirituel qui était Jean Herbert. En préparant cet entretien, j'ai redécouvert un auteur que j'ai connu et j'ai lu dans le temps. Dans ma bibliothèque, j'ai une grande bibliothèque que je suis en train de transformer en une bibliothèque publique en spiritualité et qui sera la première en spiritualité, surtout d'Extrême-Orient, au Liban et au Moyen-Orient. J'ai découvert un livre que j'ai lu il y a déjà une trentaine d'années. C'est ce livre de Marc de Smet, 50 techniques de méditation. C'est-à-dire, j'ai lu ce livre il y a longtemps, mais je n'ai pas fait la connexion entre Marc de Smet, le célèbre éditeur et directeur de collection, et Marc de Smet, l'auteur. Et j'ai découvert encore un autre livre dans ma bibliothèque, 200 mètres. Tyson, n'est-ce pas, Deshimaru, la pratique de la concentration. Et c'est un livre auquel Marc de Smet lui-même a collaboré et a contribué à la rédaction, comme c'est écrit là. Donc, voilà, ça m'a fait grand plaisir de redécouvrir cet auteur que j'ai lu dans le temps et que j'ai bien apprécié. Et mes questions sont essentiellement tirées de ce beau livre qui est une référence. Ce n'est pas pour le flatter, mais c'est vraiment moi qui a travaillé sur la spiritualité de l'Extrême-Orient. Je me suis très souvent basé sur le livre parce qu'il est d'abord encyclopédique. En méthode de méditation, on trouve tout. Les méditations soufis, les méditations bouddhistes, les méditations hindouistes, même de la Kabbale, un peu tout. C'était à l'époque, et il reste parce que ça a été réédité plusieurs fois et chez plusieurs auteurs, une grande référence dans les méthodes de la méditation. Et c'est pour ça qu'on va interroger M. Marc de Smet essentiellement aujourd'hui sur la méditation, lui, qui a à son effectif, comme il dit dernièrement, 53 ans de pratique de méditation, et en plus, donc, du point de vue pratique et théorique, du point de vue théorique, qui a à son effectif aussi plusieurs livres sur la méditation. Voilà, bonsoir, Monsieur Marc de Smet, et bienvenue parmi nous. Bonsoir. Bonsoir. Juste une petite précision. Oui. Vous venez de parler d'un livre, en effet, qui a eu un long-seller en France, qui a eu beaucoup de succès, et que j'ai transformé il y a 3 ans complètement, mais que j'ai nourri, si vous voulez, que j'ai un peu modernisé, qui s'appelle maintenant Les racines de la méditation. Donc, c'est le même livre. C'est le même livre, augmenté. mais un peu revu et augmenté, voilà, absolument. Et ça s'appelle Les racines de la méditation, que vous le sachiez, je me ferai un plaisir de Oui, j'ai vu sur Internet que d'autres titres, je me suis dit peut-être ce sont 2 livres différents. Non, ce n'est pas le cas. Voilà. De toute façon, n'empêche que vraiment, c'est un livre qu'on vous félicite de le faire. À l'époque, il était presque le seul dans ce domaine. Tout à fait. Ça a été le premier. C'est un livre qui est paru déjà en 79. Oui, tout à fait. Ça fait plus que 40 ans, ça fait 43 ans. Oui. Et justement, Monsieur Marc, vous dites déjà que cela fait 53 ans que vous méditez. Alors, ma première question, qu'est-ce que la méditation vous a appris et quel a été le changement en vous?
Écoutez, qu'est-ce qu'elle m'a appris? D'abord, je tiens à dire que c'est un processus qui est tout le temps à refaire. C'est-à-dire qu'elle m'apprend toujours. On est chaque jour différent. J'ai écrit un autre livre dont j'ai pris comme titre « Une journée, une vie ». Et je crois que vraiment, chaque jour, on se réveille différent, notre nuit a été différente, nos préoccupations sont différentes, les nouvelles sont différentes, nos cellules sont différentes, notre digestion est différente. Enfin bon, tout bouge sans arrêt en nous et autour de nous. Et la méditation permet simplement de faire le point. Et je dis souvent que moi, je me réveille à l'état d'un Picasso et que, si vous voulez, la méditation me permet, qu'elle soit d'ailleurs assise ou en mouvement, on pourra y revenir, me permet de recentrer tout ça en quelque sorte et de reprendre forme humaine et harmonie humaine à l'intérieur de moi. Donc, qu'est-ce que ça m'a appris? Ça m'a appris surtout moi qui suis un hyperactif, à savoir retrouver du calme. Moi qui suis quelqu'un qui est préoccupé par le nombre de tâches et par l'état du monde, ça m'a permis de retrouver aussi, et de nouveau chaque jour, une certaine sérénité. Moi qui ai souvent le corps noué, comme chacun d'entre nous, hein, ça m'a permis de le dénouer. Donc voilà, c'est un outil, un tool que je trouve formidable et qu'en effet, il faut savoir utiliser au quotidien, littéralement. Voilà. Eh ben, justement, c'est ce que vous essayez de faire dans votre livre que j'ai lu d'ailleurs, Une journée, une vie. Et il demande déjà à lui seul un autre entretien. Espérons qu'on aura l'opportunité de vous accueillir encore une fois. Vous venez de parler, Monsieur Marc de Smet, sur qu'on est chaque jour différent. Est-ce la Nitya du Seigneur Bouddha dont il parle, ce changement continuel, et comment ça influe sur notre méditation spécialement? Mais il suffit, si vous voulez, de se poser chaque jour, un peu dans un moment de silence, de reprendre conscience de la respiration, en effet reprendre conscience du fait que le monde est impermanent et que nous sommes, d'une manière ou d'une autre, très pollués par lui, parce qu'on parle sans arrêt de la pollution physique avec l'écologie, mais on ne parle pas assez de la pollution psychique. Or, la pollution psychique est non seulement très importante, mais de plus en plus importante. Donc, c'est ça qui se passe. J'aime beaucoup dans l'histoire de la méditation l'image du verre d'eau, un verre d'eau boueuse. Bon, nous prenons un verre d'eau boueuse, nous le mettons sur la table et la boue se dépose au fond et l'eau claire apparaît. Or, dans toute méditation, c'est ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire que l'eau claire de la conscience apparaît, toutes nos préoccupations, angoisses, etc., tombent en bas. Et il y a une très belle, en Orient asiatique, une très belle formule qui définit cette allégorie, qui dit heureusement que la boue se dépose au fond, parce que quand elle est en suspension dans l'eau, la graine de lotus, qui est le symbole de la sagesse, ne peut pas s'enraciner, tandis que quand elle se dépose au fond, la graine de lotus peut s'enraciner, pousser et éclore. Et la graine de lotus, donc, c'est une certaine sagesse qu'il s'agit de retrouver en nous. Donc voilà, pour moi, c'est ça que je fais quand je médite chaque jour, c'est quelque part, je prends un moment où je pose en quelque sorte cette eau boueuse et en suspension que je suis, et je retrouve l'eau claire de la conscience en moi. C'est ça qui est important. Mais c'est tout le temps à refaire, parce qu'évidemment, il y a de nouvelles préoccupations, il y a de nouveaux problèmes, etc. Et donc de nouvelles pollutions, et on se retrouve comme ça dans une sorte de besoin de retrouver ça. Mais, et c'est ça le grand intérêt de la méditation, qui est comme le là
donne dans une journée, si vous voulez, comme dans un instrument de musique, on cherche le la. Pour moi, la méditation me donne le la de la journée pour avoir une... Vous savez, il y a la fameuse histoire du Bouddha qui sort de sa grotte où il est allé méditer, qui va s'asseoir pour mourir, littéralement. Il est complètement décharné sous un arbre, il n'a pas trouvé la vérité. Et il y a un maître de luth, de musique qui passe avec ses élèves sans jeter un regard sur lui, qui se met un peu plus loin et qui dit le béaba de tout de la musique, c'est sa première leçon à des élèves, c'est d'avoir un instrument bien accordé. Si l'instrument, les cordes sont trop serrées, le son est discordant. Si les cordes sont trop lâches, le son est mou. Et le Bouddha, affalé entre les racines de son de grandes racines de son arbre tropical, dit ah ben voilà, c'est ce qui s'est passé avec moi. J'ai vécu une vie de prince dans la mollesse. J'émettais un son trop mou, je suis parti chercher la vérité, je suis passé par des tas de macérations, j'ai essayé plein de techniques diverses, etc., yogiques, etc., je n'ai pas trouvé la vérité, et voilà où j'en suis. Je suis discordant, je n'ai pas réussi à trouver cette vérité, j'ai réussi à trouver des parts de vérité, des bouts de vérité, mais il faut que je trouve en moi l'harmonie, donc le là intérieur. Et ça a été le début de ce qu'on a appelé la voie du milieu, qu'est le bouddhisme, et le début de son vrai chemin qu'il a ensuite enseigné. Donc voilà, la méditation, c'est ça, c'est essayer de retrouver une harmonie musicale, dirais-je, Et en pour nous. prendre la même analogie que vous venez d'utiliser, la boue, donc Oui. ce que vous avez appelé cette pollution, ces impuretés à l'intérieur de nous, donc ils ont un rôle important de soutenir ou bien de laisser fleurir le lotus. Oui, tout à fait. Si vous voulez, il n'y a pas du tout... Bon, je tiens à dire que moi, je m'intéresse au bouddhisme, et comme je m'intéresse à toutes les religions, mais je ne suis pas... Je défendrais presque une spiritualité laïque, pourrais-je dire. Bon. Il n'y a pas de jugement sur les impuretés. Nous avons ça. Il y a une très, très belle formule zen et bouddhiste qui dit la lumière existe dans l'obscurité, l'obscurité existe dans la lumière. Ne regardez pas avec une vision obscure, ne regardez pas uniquement avec une vision lumineuse, essayez de faire la part des choses en quelque sorte. Et ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire que nous avons de toute façon cet univers-là en nous, que nous ne pouvons pas refuser. C'est comme le jour et la nuit. Nous vivons dans un univers binaire. Donc, il y a l'ombre et la lumière, la nuit et le jour. Et si vous voulez, il faut savoir faire la part des choses en nous. Le problème de la plupart d'entre nous, c'est qu'à force justement d'évoluer, d'être préoccupé, d'être angoissé, d'être tendu, d'être mal dans sa peau, etc., on ne voit plus toute cette clarté et cet univers je dirais, de beauté, pour employer ce mot-là, dans la laideur ambiante, qui nous habite aussi. Et je pense que ce travail-là nous permet d'avoir en quelque sorte un regard différent sur le monde, c'est-à-dire que ça nous permet de voir le monde, parce que très souvent, on est, comme le dit très bien l'adage français, perdu, noyé dans nos pensées. Et perdu, noyé dans nos pensées, on peut s'en rendre compte sans arrêt qu'on est perdu, noyé dans nos pensées. Mais un simple rappel à soi nous permet de tout d'un coup se dire, ah tiens, je suis barré dans ma tête, et de voir la réalité en face, et de voir la beauté quelque part de cette réalité en face, qui peut être quelque chose de tout simple, comme un arbre, comme le ciel bleu, comme la beauté de la pluie, comme n'importe quoi d'autre. Quelque chose que, vous voyez ce que je veux dire, un visage, un sourire, etc., etc. Ce qui est important dans la méditation, c'est qu'elle nous permet de retrouver en quelque sorte un contact avec la réalité et une joie dans ce contact. Parce que très souvent, on subit la réalité, tandis qu'on pourrait y trouver du bonheur aussi. Monsieur Marc, quand vous parlez de la pollution psychique, et vous y insistez, jusqu'à quel point on est responsable de cette pollution et jusqu'à quel point on est
des simples receveurs ou bien même victimes de cette pollution? De nouveau, il y a les deux en nous, c'est-à-dire que nous sécrétons de la pollution tous nos fantasmes, tous nos désirs inassouvis, tous nos trucs bizarres qui se passent dans nos têtes. Hein. Il y a un bel adage tibétain qui dit « l'horreur existe dans l'esprit humain ». Donc, et c'est vrai, nous le voyons chaque jour. Donc, il y a tout ça, nous sécrétons aussi tout ça. Nous avons cette part d'ombre en nous. Voilà, nous sécrétons. Et puis, nous avons aussi cette pollution extérieure qui est cette nouvelle permanente de la violence dans le monde dans lequel on vit. Vous avez été bien servi à cet égard, la guerre actuelle, les news en boucle, etc., les tensions sociales, plein de choses comme ça, la misère du monde, la maladie, etc., qui viennent aussi nous habiter et nous angoisser. Donc, il y a en effet une part interne de pollution sécrétée par nous et une part externe de pollution qui nous arrive de l'extérieur. Et il faut savoir justement faire le tri de ça. Le problème, c'est que tout ça nous envahit, ce sont des sortes d'envahisseurs, et qu'on en revient à notre exemple de verre d'eau boueuse, il s'agit de retrouver aussi la clarté en nous. C'est ce processus-là, et c'est ça qui m'a toujours intéressé depuis toutes ces années. C'est que quand j'ai commencé, je devais avoir 22, 23 ans, jeune journaliste très stressé, et que j'ai découvert cet univers par le biais du yoga pour commencer, etc., je me suis dit, là, il y a quelque part des gymnosophies, comme disaient les Grecs du temps d'Alexandre le Grand, des gymnastiques de sagesse qui font du bien et qui nous permettent de trouver, Alexandre le Grand employait ça en qualifiant ainsi les yogis qui se trouvaient qu'il rencontrait sur sa route vers l'Inde. Et gymnosophe, c'est un très bon mot, c'est gymnaste de la sagesse. Et voilà, ça m'a vraiment interpellé et c'est comme ça que ça a commencé. Revenons avec vous à vos débuts. Oui. Votre maître de méditation a été Tenzin Deshimaru. Donc, Oui. pourquoi et comment l'avez-vous choisi et pourquoi spécialement dans la tradition zen? Écoutez, grand maître dont j'ai montré le livre. Voilà, c'est lui. Voilà, c'est lui. Et dont j'ai publié plusieurs livres ensuite en tant qu'éditeur. Ouais. Écoutez, comme je vous disais, en tant que journaliste, j'étais passionné par cet univers des spiritualités du monde. Et je travaillais à l'époque dans une revue qui s'appelait Planète, qui était une revue qui m'a donné moyen de rencontrer des tas de maîtres, qu'ils soient hindous, qu'ils soient orientaux. Vous parliez des soufis tout à l'heure. Et je me suis intéressé à toutes ces voies-là. Donc, c'est vraiment plus tard sur le chemin, c'était dans les années, pourrait-on dire, 72, il a fallu 2 ou 3 ans de rencontres comme ça, qu'un jour on me dit, enfin, il y a un maître à Paris, zen, vous savez, il y a la fameuse histoire du maître qu'on va chercher très loin et qui en fait vit à côté de chez vous. Et bien c'est ce qui m'est arrivé parce que je vivais dans le 14e et lui aussi. Et je suis allé dans son dojo et mon Dieu, aussi bien la posture, et pourtant j'avais du mal à la prendre puisque c'était du demi-lotus assis sur un zafou, un coussin. Et vraiment, moi j'avais les genoux qui montaient, enfin bon, c'était pas du tout, mais c'était une question d'assouplissement à avoir, etc. Aussi bien la posture, ce moment de silence, ce travail sur la respiration, et puis se mettre à la fois sérieux, sévère et totalement jovial, complètement rabelaisien, avec un rire éclatant, beaucoup d'humour, un zenglish, comme il disait, incroyable, qui vraiment respirait une sorte de sagesse pleine de bon sens et d'amitié, dirais-je, de bienveillance.
ça m'a parlé. Et du coup, le bonhomme m'a vraiment intéressé. Et, sans du tout que ça là, me coupe du monde, si vous voulez, des autres spiritualités qui ont continué à m'intéresser, puisque j'étais journaliste, et puis j'ai fait des revues et des livres sur tout ça, évidemment. Je me suis dit, cette voie-là me correspond bien. Et donc, j'ai suivi cette voie-là. Voilà. Monsieur Marc, vous venez de parler et d'évoquer la respiration. Et d'ailleurs, vous dites, le gourou de toute méditation est la respiration. Et comment et pourquoi spécialement la respiration? Vous savez, oui, je dis le maître de toute oui, quelque part. Là, je vous cite, le gourou de toute méditation est la respiration. Oui, oui, j'ai complété ça en disant aussi, on va parfois chercher, on cherche le maître, mais votre vrai maître est intérieur et c'est votre respiration. Pourquoi? La plupart du temps, chaque jour, on respire de 17 à 20 000 fois, parfois 20, 22 000, 23 000 fois, si on a des petites respirations rapides et saccadées par jour. Et la plupart du temps, ces respirations sont complètement inconscientes. Or, dès qu'on se met à respirer de manière consciente, il y a une transformation qui s'opère en nous. Et c'est ce que j'ai trouvé de très très fort dans les techniques du yoga, comme dans les techniques d'ailleurs soufis de respiration, comme dans les techniques du zen, qui le zen recommande une expiration très longue et très profonde. Quand j'ai trouvé tout cela, j'ai compris que le travail sur la respiration permettait le travail sur la conscience. C'est-à-dire que nous parlions de pollution tout à l'heure. À partir du moment où il y a un travail sur la respiration, il y a un travail de dépollution intérieure qui se fait et qui est très, très efficace. Mais pour ça, il faut que, si vous voulez, respiration et conscience de la respiration coïncident. C'est-à-dire, c'est ce qu'on retrouve actuellement dans les techniques dites de la respiration de pleine conscience ou de pleine intention, comme on dit, qui ont été surtout mises à l'honneur par le docteur John Kabat-Zinn, qui a répandu la méditation dans les hôpitaux américains et qui a suscité plus de 1000 recherches scientifiques sur la méditation et tout pour montrer ses bienfaits. Et c'est la respiration qui est la clé de tout. C'est-à-dire que se mettre en silence, regarder le paysage ou regarder le mur et ne rien faire du tout que regarder son univers mental n'est pas suffisant. À partir du moment où on se met à respirer en conscience et à respirer profondément, comme disent les zen par exemple, avec une expiration profonde, à partir de ce moment-là, on est état où on commence un travail intérieur véritablement, où il se passe une alchimie intérieure qui est possible grâce à ce travail de la respiration et de la conscience de la respiration, les deux étant liés. Parce que dès que l'on perd conscience de la respiration, ça y est, de nouveau on est perdu, noyé dans nos pensées. Vous voyez ce que je veux dire? On perd le fil de la conscience, on rentre dans notre pollution mentale, pollution psychique, et dès qu'on revient à la conscience de la respiration, on revient à une sorte de clarté d'esprit. Et c'est quelque chose qui peut nous servir à n'importe quel moment de la journée. C'est pour ça que les maîtres du zen disent la méditation n'a rien à voir avec la position assise, couchée ou debout. C'est très très beau comme formule, ça m'a interpellé pendant longtemps. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte après qu'en effet, on peut se servir des techniques de méditation. C'est bien de méditer pour retrouver un peu de tranquillité et de conscience, etc., etc. Mais après, quand on est parti dans nos activités quotidiennes, on peut aussi bien méditer dans le métro que en voiture, que n'importe où, au boulot. Il suffit de revenir à la conscience de sa respiration, à retrouver à ce rappel de soi en se disant « ça y est, je suis complètement barré dans mon univers, qu'il soit mental ou qu'il soit informatique, par exemple. Je m'octroie une pause et je respire profondément, en paix, et je change en quelque sorte le curseur de place, si vous voulez. Et je retrouve une sorte d'état
naturel, beaucoup plus simple et clair. Et ça, c'est un travail qui est tout à fait intéressant. Donc, la respiration, c'est la base de tout. On ne peut pas, si vous voulez, méditer si on ne respire pas. C'est clair. Et vous dites en méditation aussi, on est à la fois solitaire et solidaire. Il s'agit d'un beau jeu de mots, mais avec qui et comment sommes-nous solidaires? Mon cher maître Zen, donc Taizen Deshimao, disait que votre posture de méditation influence le monde entier. Ça aussi, c'était une sorte de koan incroyable. Koan Zen, vous savez, ces phrases un peu abruptes comme ça, du style « Quel était ton visage avant la naissance de tes parents ou de tes grands-parents » Voilà. Oui, ça ressemble énormément à ce qu'on appelle chat chez les soufis, des paradoxes. Voilà, c'est ça, les paradoxes. Et donc, bon, c'est comment ma posture de méditation. Et je me suis rendu compte qu'à partir du moment où je retrouvais le calme en moi, à partir du moment où je retrouvais une certaine sérénité, une certaine clarté en moi, cette clarté, après, d'une manière automatique, je la dispensais dans la journée, puisque, que ce soit en famille, que ce soit au travail, que ce soit avec les gens que je fréquentais, etc., au lieu d'être énervé, et je vous rassure, il m'arrive d'être énervé, mais je pouvais retrouver rapidement le calme, ou d'être en colère, je pouvais rapidement retrouver le calme, et à partir du moment où je retrouvais le calme, et forcément, je diffusais du calme et de la sérénité et de la bienveillance autour de moi. Donc, si vous voulez, le fait même qu'on se mette dans ces états-là crée une sorte d'onde positive et heureuse et bienveillante qui, sans qu'on le veuille, a des effets. Donc, c'est pour ça, on est à la fois solitaire, parce que oui, on est même dans un dojo plein de monde, on est solitaire parce qu'on est seul face à soi-même, avec ses préoccupations, son état intérieur, ses émotions, ses tristesses, ses espoirs, tout ça, il y a tout ça en nous, ses rêves, ses difficultés, ses ci, c'est là, etc. On a ça en nous, donc on est solidaire. Puis à la fois, par ce travail de la méditation, on crée quelque chose qui est une onde positive qui se répand autour de nous. Donc c'est pour ça, à la fois solitaire et solidaire. Vous dites aussi, en méditation, c'est le calme qui crée la sagesse et la sagesse qui crée le calme. Le mental de base, ma question, est bien agité. Comment donc encourager le calme en lui? Mais d'abord, c'est une phrase qui n'est pas de moi, mais qui est de Hui Neng, qui était le sixième patriarche zen. C'est une phrase qui est très belle parce qu'il disait, oui, dans la sagesse se trouve le calme et dans le calme se trouve la sagesse, ou vice-versa. Enfin, peu importe, ça revient au même. C'est très beau parce que ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure avec l'histoire du verre. À partir du moment où on retrouve la clarté en soi, la fleur de lotus qui symbolise la sagesse peut pousser parce qu'on s'aperçoit en effet, bon, quand on est assis en méditation, il y a tout cet univers qui est comme une sorte d'énorme baudruche qui est autour de nous, qui est en nous, etc., qui nous habite, qui vient, comme on l'a dit tout à l'heure, de l'intérieur et de l'extérieur. Et puis quand on se pose, on respire profondément, on est tranquille, la clarté arrive, et puis cet univers, en quelque sorte, ce calme qui est intérieur, nous permet de voir les choses d'une manière différente. Moi, j'ai toujours été surpris de voir que, par exemple, j'ai un rendez-vous important qui me préoccupe. Ce rendez-vous important, quand je me mets en méditation, une heure après ma méditation, j'ai ce rendez-vous. Une grosse réunion à mener, rendez-vous à la banque, allons savoir quoi. Bon, ça peut être une rencontre amoureuse, ça peut être n'importe quoi. Bon. Ça me préoccupe. Ça occupe tout le champ. Oui. Je médite, j'entre dans ma respiration.
petit à petit, cette préoccupation, en quelque sorte, diminue, comme si un ballon se dégonflait, une baudauge se dégonflait. Et petit à petit, avec cette énergie calme et claire qui me revient, tout ça retombe. Tout ça retombe, ça ne disparaît pas, ça retombe comme cette poussière et cette vase. Il ne s'agit pas du tout de le faire disparaître, mais ça reprend des proportions plus justes, si vous voulez. C'est-à-dire qu'au lieu d'occuper tout le champ de la conscience, ça devient quelque chose de beaucoup plus petit. Et du coup, souvent j'ai remarqué que, et sans le vouloir du tout et sans le chercher du tout, parfois par rapport, prenons par exemple une réunion de travail, qui me préoccupait parce que quelque chose me gêne, eh bien, quand les choses se clarifient, la bonne idée arrive. La chose à faire arrive. Vous voyez ce que je veux dire? Comme ça. Ça vous est donné en plus. Tout simplement parce qu'on a réussi à faire un peu de calme et de vide en soi et que les choses éclosent comme ça. C'est ce qu'on peut définir comme la sagesse. La sagesse, c'est vaste. Hein. C'est peut-être tout simplement une idée de bon sens qu'on n'avait pas eue parce qu'on était trop encombré et qu'on vient d'avoir. Voilà. Donc, il y a tout ça comme ça qui se crée. Et c'est pour ça que j'aime bien cette formule parce qu'en effet, on pourrait la transformer, cette formule, et dire dans ce moment-là, dans le calme, on trouve le bon sens, et dans le bon sens se trouve le calme. Vous voyez ce que je veux dire? Mais oui, mais souvent c'est un peu ambigu et difficile de retrouver ce calme dont il s'agit. On est toujours agité et la pensée est toujours en train, jumping mind, ce mental qui n'arrête pas de… Tout à fait. Jumping mind et les sages de l'Orient asiatique emploient les mots cheval fou, singe fou pour qualifier le mental. Donc, ce sont des mots très, très forts. Hein. Éléphant fou, éléphant frénétique, enfin bon, qui peut écraser tout sur son passage. Donc, en effet, nous avons affaire à des forces en nous et autour de nous qui sont une force très, très puissante. Et tout le processus de la méditation, c'est justement en quelque sorte de calmer ces animaux déchaînés, pourrait-on dire. Et justement, dans ce même cadre et contexte de calme, vous dites aussi, souvent vous répétez des choses comme je viens de vous citer, mais que vous prenez, vous citez, mais n'empêche que moi je l'ai lu chez vous. C'est pour ça que je les attribue à vous. Vous dites aussi, la méditation, c'est l'arrêt de la course. Cela fait penser un petit peu à Thich Nhat Hanh, qui décrivait ces centres de méditation comme des cliniques. Il les appelle cliniques de la lenteur. Ne pensez-vous pas que la méditation devrait être enseignée largement, y compris sous sa forme laïque, comme antidote à un mal typique du monde moderne qui est cette accélérité? Tout à fait. C'est vrai que je ne connaissais pas cette description des centres de méditation de Thich Nhat Hanh. Ça ne m'avait pas frappé, en tout cas, parce que j'aime beaucoup Thich Nhat Hanh. Et c'est clair que Thich Nhat Hanh avait une autre phrase que j'aime beaucoup qui disait il disait « Tombez amoureux de votre respiration ». Ça, je cite ça beaucoup, c'est magnifique. Et il disait aussi « Respirez, vous êtes vivant ». Et c'est ça que, si vous voulez, la conscience de la respiration nous permet de faire, c'est-à-dire de retrouver de la vivance et de la vivacité à la fois d'esprit, du corps et de l'esprit. Et je suis tout à fait d'accord avec vous, il faudrait qu'on apprenne, et je milite avec d'autres, bien sûr pour ça, pour l'introduction de formes de méditation qui n'emploient pas ce mot-là, parce qu'évidemment ça va faire peur à tout le monde, mais des petites techniques toutes simples pour les enfants, pour leur apprendre à respirer, ne fût-ce qu'en conscience. Et ça marche très bien. On dit que les enfants aujourd'hui ont très souvent des problèmes de maux de ventre qu'on n'avait pas, nous, à l'époque, quand on était à l'école. On avait peut-être d'autres problèmes, mais en tout cas, pas cette tension perpétuelle qu'il y a. Et dès qu'on les met
dans des états où on leur apprend à respirer. D'abord, ils aiment ça. Ils trouvent ça tout à fait intéressant comme processus. Ça leur redonne du calme. Ça ne leur enlève pas, ne nous en pas de l'énergie et de la vivacité, au contraire, mais ça leur donne du calme et ça leur permet de retrouver des moments de quiétude qui les apaisent profondément et qui leur permettent d'être meilleurs en classe, ce qui est utile, mais aussi meilleurs en eux-mêmes et meilleurs pour les autres. Donc, je pense qu'en effet, il faudrait de manière laïque, je le répète, introduire des petites techniques comme ça en classe. Ils adorent aussi, par exemple, jouer au silence. Ils n'ont pas l'habitude, ils sont tout le temps en train de crier, mais s'ils ont des moments de paix et de silence, de relaxation, etc., ça leur plaît aussi beaucoup. Donc, si vous voulez, sans en faire du tout une théologie ni une dogmatique quelconque, c'est tout simplement des techniques je dirais, d'éducation et d'apprentissage humain qui me paraissent essentielles à faire dès la maternelle, quelque part. Et c'est en train, par exemple, enfin, ça a commencé en Europe beaucoup aux Pays-Bas, où il y a eu carrément le ministère de l'Éducation qui a financé des cours comme ça dans les écoles. Et puis c'est en train d'arriver tout doucement en France. Nous sommes plutôt un peu retardataires par rapport à tout ça. Mais voilà, donc ça arrive. Monsieur Marc, quand vous répétez la fameuse formule de tomber amoureux de votre respiration, vous voulez dire par là, durant la méditation et dans la journée aussi, donc pendant… Ah ben absolument, absolument. Dès qu'on revient à la conscience de la respiration, on revient à la conscience tout court. Donc, dès qu'on entre dans un processus où on fait de la respiration consciente, on change, comme je disais tout à l'heure, le curseur de place. C'est-à-dire que là où on était pollué par soi-même et par l'extérieur, on retrouve une sorte de calme à l'intérieur de soi. Et donc, c'est quelque chose, ça peut être un processus permanent. Moi, je sais que dès que je me sens trop barré, parce que ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas réfléchir. Je suis évidemment un homme de réflexion, de travail intellectuel, etc., etc. Mais dès que je suis trop perdu dans mes pensées et que je reviens à moi en méditant profondément, tout simplement comme ça, en respirant profondément, eh bien, je vois bien qu'il se passe quelque chose en moi de ressourçant. Et donc, c'est ça qui est important, ce qui me permet de revenir après à mon boulot de manière, pour prendre cet exemple-là, de manière beaucoup plus vive et claire à la fois, vous voyez ce que je veux dire? Et ça me permet de prendre de la distance. Le problème très souvent, c'est qu'on n'arrive pas à lâcher prise dans notre société. On est tout le temps en prise. Or, il faut avoir ce pas de côté, ce recul en quelque sorte qui nous permet de voir les choses différemment, parce que sinon, on est tout le temps dans la course. Et on en revient à une formule qui est d'ailleurs celle du maître de Deshimaru, Kodo Sawaki, qui disait la méditation, c'est l'arrêt de la course. C'est-à-dire qu'il faut savoir courir, bien sûr, mais il faut aussi savoir s'arrêter de courir. Et voilà, et la respiration aide cela. C'est clair. Mais justement, dans ce même contexte de la méditation dans la journée, vous dites, la méditation commence quand je quitte la salle de méditation. Pour expliciter ce paradoxe, comment donc transformer notre vie quotidienne en une pratique méditative continuelle? Comme on vient de le dire, moi je dirais oui, j'ai dit ça commence, mais on pourrait dire aussi continue. La méditation continue quand je sors de ma méditation. On en revient à cette histoire de là qui est donnée dans la journée. Mais on va prendre un autre exemple. Prenons un exemple, on part se ressourcer dans la nature. Bon. On part prendre l'air, comme on dit. Oui. Bon, quand on dit on part prendre l'air, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est qu'on a besoin de s'aérer les méninges. Bon. Si on continue à rester
on est, admettons, dans une forêt ou dans une campagne ou au bord de la mer, puisque vous avez beaucoup de mer chez vous aussi, et on reste dans nos pensées, on est là complètement perdu, noyé dans nos pensées. On n'entend pas le bruit des vagues, on n'entend pas les oiseaux chanter dans les arbres, on ne voit pas la belle couleur des cieux, on ne voit pas les rochers ou les, vous voyez ce que je veux dire, les brins d'herbe, les fleurs, etc., etc. On est perdu dans nos pensées. Dès qu'on se rend compte de ça et qu'on se met à respirer profondément, la nature vient nous envahir, l'air, puisqu'on est sorti prendre l'air, vient nous envahir aussi. Et si vous voulez, un envahissement remplace l'autre, c'est-à-dire l'envahissement de nos pensées est remplacé par l'envahissement de la réalité, de la nature, de l'air ambiant, etc., du vent, de tout ce qu'on vient d'évoquer. Et on est nourri, tout d'un coup, au lieu d'être pollué par cette énergie, on est nourri par cette énergie qui nous fait prendre l'air. Et donc, il s'agit exactement de ça, c'est-à-dire de, sans arrêt, revenir en quelque sorte à une sorte de... on dit souvent qu'on parle de la laideur du monde et on ne parle pas assez de la beauté du monde. Et on parle beaucoup du fait que le monde est un monde atroce et on ne parle pas assez du fait que le monde est aussi un monde qui émerveille. Et on va, si vous voulez, on va trop vers les choses négatives du monde au lieu aussi d'aller vers les choses positives. Ceci n'empêchant pas cela. Hein, soyons clairs, il ne s'agit pas de jeter le négatif. Les deux coexistent complètement. Donc, voilà, il y a cet effort à faire. Ce que j'aimais bien Deshimaru et d'autres d'ailleurs, comme Gurdjieff et bien d'autres, et tous les maîtres disent, et je pense que c'est la même chose dans le soufisme, que c'est un travail. C'est-à-dire qu'il y a une action à faire pour, si vous voulez, gagner en quelque sorte tout ça. Ça ne vous est pas donné comme une sorte de grâce qui vous tombe dessus. La grâce, elle vient si le travail est fait. D'ailleurs, il y a cet autre adage français que j'aime beaucoup, aide-toi et le ciel t'aidera. Eh bien, c'est la même chose dans la méditation. Médite et la méditation t'aidera. Voilà. Donc, respire et la respiration t'aidera. Donc, vous voyez, si vous voulez, il y a tout ça. Dernière question sur la méditation, on en a beaucoup parlé. Et vous répétez souvent une parole de votre maître qui dit « Concentrez-vous, vous devez pouvoir méditer sous les bombes ». Oui. Ça m'est arrivé durant la guerre du Liban de le faire. Ma question, est-ce que ça vous est arrivé de le faire une fois? Vous avez fait cette expérience? Alors, je vous raconte comment c'est arrivé cette histoire-là. Lorsqu'on méditait avec mon maître zen Deshimaru au dojo de Paris, à 7h30 du matin, il est arrivé pendant 2 semaines qu'à 8h pile, dans un immeuble à côté, des travaux commencent et des marteaux-piqueurs, il y avait une démolition d'immeubles et tout, c'était la vieille partie du 15e, il y avait beaucoup d'immeubles délabrés et décrépits qui étaient démolis et ça faisait un bruit d'enfer. Et évidemment, ça dérangeait de 8h à 8h30 la méditation complètement. Et c'est là que Maître Deshimaru avait eu cette formule, lui qui avait médité justement pendant la guerre qu'il avait fait en Asie, où il avait été enrôlé en quelque sorte de force, comme beaucoup de gens, et il disait, vous devez pouvoir méditer sous les bombes. Alors, moi, je n'ai pas encore médité sous les bombes et j'ai bien conscience qu'il y a bien d'endroits, et en particulier aujourd'hui, où cela se passe. Mais en effet, pour revenir à l'histoire du marteau-piqueur, il y avait une chose qui était certaine, et Deshimaru, lui, il nous en parlait quand il méditait sur un bateau qui était attaqué par des avions, etc., etc. Il y a un moment donné où le marteau-piqueur ou le bruit ambiant n'est plus rien et devient une sorte de petit point dans la conscience
parce que vous êtes complètement et profondément enraciné dans votre méditation. Donc, ça aussi, c'est une histoire je ne pense pas que ça, comment dire, c'est une sorte de processus alchimique qui fait que, en tout cas, même dans une situation difficile, on arrive à gérer la situation à l'intérieur de soi. Je pense que ça a dû vous arriver. Moi, ça m'est arrivé aussi à d'autres moments, c'est-à-dire des moments où ce n'étaient pas des bombes, mais des moments d'agression, des moments de violence, des moments de ça, j'ai traversé ça. Et je sais que le calme, par exemple dans une altercation à la suite d'un accident de voiture ou des choses comme ça, vous voyez, je veux dire, une agression dans la rue, et tout d'un coup vous intervenez. Bon, si on est très énervé et agressif, ça va être pire que tout. Si on sait garder le calme par rapport à l'agressivité, c'est clair qu'il y a quelque chose d'autre qui est en train de se passer à ce moment-là. Donc voilà, c'est tout un travail qui est à l'intérieur de soi, qui fait partie de cette alchimie interne, qui fait qu'on peut gérer mieux, dirais-je, des situations difficiles. Bon, et actuellement, je pense que dans ce que nous vivons et dans ce que nous allons vivre, c'est très, très important de savoir retrouver le calme en soi. Et tout ce dont nous venons de parler nous y aide. Ce qui n'empêchera pas des moments peut-être très difficiles, voire dramatiques, comme ils sont en train de se passer chez nous en Europe et dans bien des coins du monde. Mais ce travail que l'on fait à l'intérieur de soi permet quand même de garder un cap solitaire et solidaire vers plus d'humanité et plus de bienveillance et de paix. On rêve tous de la paix dans le monde, mais si on ne la fait pas à l'intérieur de soi-même d'abord, je ne vois pas comment on va réussir à la faire ailleurs. Et je passe à un autre livre, brillant d'ailleurs, un des vôtres, et qui est le livre, votre livre Être Jésus ou du Christ à Bouddha. Je le cite une fois, mais une citation assez Oui, il est importante. complètement épuisé. Il faudrait que je le reprenne complètement, celui-là. Ouais, C'était ouais. vraiment un livre de jeunesse. Oui, mais le sujet est assez intéressant. Bon, Oui, oui. vous dites dans ce livre, pendant 7 semaines, celui qui venait de devenir le Bouddha demeura ainsi en méditation. Il décida au bout de ces 49 jours de transmettre à l'humanité ce qu'il avait découvert. Voilà la citation. Plusieurs questions, je me contente de poser deux. D'abord, pourquoi cette hésitation du Bouddha avant de transmettre son message? Je ne suis pas dans sa peau et je ne peux pas répondre. Mais il a pris son temps pour finalement réfléchir, je pense, si je peux me permettre d'être dans sa peau, pour essayer de réfléchir à savoir comment Et pourquoi ça m'a retenu? Oui. Ça m'a retenu l'attention parce que 7 semaines, c'est 7 par 7, c'est exactement le carême chrétien. Oui, c'est que le carême chrétien, c'est aussi le bardo todol bouddhiste. Le carême chrétien est ce qu'a passé Jésus donc, en désert. Et ma question là est évidente. Est-ce qu'il y a, selon vous, puisque vous avez examiné le sujet de cette interaction entre le Bouddha et Jésus, est-ce que vous croyez qu'il y a eu un certain impact de Bouddha sur Jésus, une certaine influence? Parce qu'on voit beaucoup de points de similitude. Oui, ben bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, impact, je ne sais pas du tout quel. Bon, vous savez qu'il a été, que le Christ a été un certain nombre d'années de sa vie où on ne sait pas du tout ce qu'il a fait, et que malgré tout, les voyages étaient constants. La preuve, Alexandre le Grand qui est allé vers l'Inde. Donc, est-ce qu'il y a eu des contacts? On n'en sait rien. Certains disent que oui, on n'a jamais rien pu prouver de vrai là-dessus.
Donc, en tout cas, je pense que la vraie similitude, elle est dans le fait que la spiritualité ne se limite pas, si vous voulez, à un seul courant ou à un seul... elle est universelle. Elle a pris des formes diverses. Ça a été Socrate et Platon en Grèce, ça a été Lao Tzu et Confucius en Chine, ça a été le Bouddha en Inde, ça a été le Christ, ça a été Mohamed, ça a été... Donc, je veux dire, bon, je pense qu'on devrait beaucoup plus, si vous voulez, en effet, vous avez raison de poser la question, se dialoguer au sein des religions, et c'est ce qu'on essaye de faire, et s'attacher plus aux dénominateurs communs plutôt qu'aux différences. Des différences, il y en a, mais des différences, il y en a de toutes formes, alimentaires, vestimentaires, enfin moins avec notre monde internationalisé, mais quand même, vous voyez ce que je veux dire, Ouais. de coutumes, de rites, de ci, de là, etc., etc. Mais les similitudes, elles sont beaucoup plus intéressantes. Et on peut dire que toutes les spiritualités, quelles qu'elles soient, toutes les religions, s'enracinent de toute façon, elles ont un dénominateur commun absolu. C'est le silence. Toutes parlent du silence comme de la clé de tout. Si j'ai fait un livre qui s'appelle Éloge du silence, c'est parce que je me suis vraiment passionné pour ça à cause de ça. Parce que, et ça, on n'en parle pas assez. Or, partout, on retrouve cette quête du silence intérieur qui est totalement primordiale et que différentes techniques, que ce soit des techniques de méditation, mais que ce soit aussi des techniques de chant, de prière, de dhikr dans le soufisme, etc., nous permettent de retrouver en soi. Tout ça, ça fait partie du même univers, quelle que soit la différence des techniques et des choses. C'est cette même quête du silence en soi, parce que c'est dans le silence, je dirais que, pour citer quelqu'un, je ne sais plus qui, gît l'esprit immortel. Et donc, c'est le silence qui nous apprend beaucoup. Et voilà. Déjà, c'est un point commun entre nous trois. Le docteur Jacques Vigne a écrit un célèbre livre, La mystique du silence. Oui. Moi aussi, en arabe, j'ai écrit 5 livres sur le silence. Le silence dans le christianisme, le silence en islam, dans l'hindouisme et dans le judaïsme. Donc, un point qu'on partage le même intérêt, disons. Voilà. Et une question. Parlons de la colère, Monsieur Marc, comme obstacle à la méditation. Vous dites, et ça m'a retenu beaucoup l'attention, vous dites, les maîtres hindous disent de celui qui a réussi à maîtriser sa colère qu'il a parcouru la moitié du chemin de la libération. Ma question, avez-vous parcouru cette moitié de ce chemin et comment vous avez travaillé sur votre propre colère? Bon, la moitié... Là, c'est dans ce livre. Oui. Dans ce livre. Non, oui. Mais, non, mais bon, est-ce que j'ai pas... Je vais rester très humble. Moi, je considère que je parcours le chemin sans cesse. Est-ce que j'ai parcouru la moitié, le tiers, du quart? Je n'en sais strictement rien. Disons que vraiment, c'est un sujet qui me passionne. C'est-à-dire, est-ce que vous avez pu maîtriser votre colère Ça, je sais assez bien faire. Voilà, ça oui. Ça, je sais assez bien faire, ce qui ne m'empêche pas d'avoir des moments d'énervement, ce qui ne m'empêche pas d'avoir des moments de colère, d'indignation, etc. Mais oui, je peux, mais je ne suis pas dupe de ma colère. Voilà. Je peux entrer en colère, parce que vraiment quelque chose, parfois il faut savoir se mettre en colère, mais je ne suis pas dupe de ma colère. Donc je sais l'arrêter. Je vois très bien les personnes qui ne savent pas arrêter leur colère. Ils se mettent en colère et puis elles tournent en boucle la colère et ils n'arrivent pas, quand je dis, bon, on se met en colère, puis après on passe à autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Donc,
c'est de nouveau ce phénomène du mental et des émotions qui tournent en rond, si vous voulez. C'est de ça qu'il faut savoir se dégager. Mais par contre, avoir des émotions, c'est très bien d'avoir des émotions, dont la colère, pourquoi pas. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais alors pour reprendre l'histoire du chemin, il y a une chose qui est très belle et qui est un koan zen de nouveau, ces aphorismes, qui dit « la voie est sous vos pieds et le chemin est sous vos pieds ». Et c'est d'ailleurs une des formules que préfère quelqu'un que je considère comme un grand sage, qui est Edgar Morin, et qui dit, sans arrêt, il répète ça, dans le chemin est la vérité. Et c'est dans les pas après pas que nous menons, chacun d'entre nous, que se trouve la vérité. Et pas dans un lointain ailleurs. Voilà, c'est d'abord là, c'est en nous. Hein. J'ai presque envie de terminer sur une phrase encore une phrase bouddhiste, mais qui est très connue, qui dit « Vous qui avez eu la chance de prendre forme humaine, ne perdez pas votre temps ». Et donc voilà, il faut marcher en lucidité et en conscience et chercher toujours et s'intéresser toujours et s'émerveiller toujours, aimer toujours et voilà, avoir une sorte de bienveillance pour lui. Une ou deux questions au moins pour conclure sur votre carrière en tant qu'éditeur. On n'en a pas parlé jusqu'à maintenant. Dans cette carrière, on voit que vous avez passé d'un éditeur à un autre, Robert Laffont, Reds, Albin Michel, où chez Albin Michel, vous avez succédé, comme j'ai précisé avant, à Jean Herbert. Et finalement, le relier dont vous êtes le patron actuellement et où vous avez pris, je crois, cette maison d'édition d'Yvan Amar, disciple Tout à fait, qui était d'André. un philosophe et un grand sage qui m'a demandé de la reprendre afin qu'elle ne meure pas avec lui parce qu'il est mort jeune, un asthme invalidant à l'âge de 49 ans. Donc, en effet, est-ce une instabilité, ce passage d'un éditeur à un autre? Pourquoi ce changement, ce passage continuel? Oh, vous savez, non, le changement, il n'a été qu'au début. C'est-à-dire qu'en effet, je suis passé par deux, trois éditeurs au début. Vous n'avez pas cité Hachette, où je ne suis resté que 3 mois, mais de mon propre fait, parce que je ne m'entendais pas avec leur esprit. J'ai passé un peu plus de temps à Retz, parce qu'ils publiaient la revue Planète, et qu'après, ils m'ont légué la revue Question 2. Et j'ai passé aussi 3 ans chez Robert Laffont, parce que c'était dans mon jeune âge, hein, entre 24 et 30 ans. Et donc, en effet, j'ai essayé. Mais dès que j'ai eu entre les mains, c'est comme j'ai essayé plein de choses. J'ai fait aussi des films pour la télé, j'ai fait des émissions radiophoniques. Donc, si vous voulez, en tant que jeune journaliste, j'ai été dans plusieurs choses. Et puis finalement, c'est l'écrit qui m'a le plus pris. Et dès qu'Albin Michel m'a proposé de prendre la succession de Jean Herbert, que j'ai obtenu à la suite d'une simple formule, hein, parce qu'il faisait des livres en grand format, et j'ai dit maintenant il faut faire des livres aussi en format de poche, parce qu'il faut répandre ça au plus grand nombre. Et ça les a beaucoup intéressés. Et après, je suis resté chez Albin Michel, avec qui je travaille encore, si vous voulez. Donc, j'ai au contraire une très grande stabilité, pourrait-on dire, éditoriale, parce que vraiment, Albin Michel est mon référent absolu. À côté de ça, il y a la petite maison des éditions du Relier, mais c'est un héritage, pourrais-je dire. En tant qu'éditeur de notre cher professeur Jacques Vigne, on voit que vous avez préfacé le livre de Geneviève Kouvouts sur lui qui s'intitule « Une vie de passeur entre l'Orient et l'Occident ». Et dans cette préface, vous dites « J'apprécie grandement l'humour rieur, la gentillesse vraie, le savoir encyclopédique et le bon sens radical. » J'aimerais bien m'arrêter sur quelques attributs que vous évoquez. La gentillesse vraie, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Le bon sens radical, Jacques? Ce que j'aime beaucoup chez Jacques Vigne,
c'est que vous voyez donc toutes les semaines, d'après ce que je comprends, Ouais. ou souvent en tout cas, c'est que c'est un homme qui est à la fois un grand scientifique, un grand médecin, un grand ermite, parce qu'il se retire souvent pour plusieurs jours, plusieurs semaines, voire parfois plusieurs mois dans des ermitages en silence, qui est à la fois un homme complètement de son temps, parce que au niveau scientifique, il est au courant de tout. Par exemple, moi, dans un mois, j'ai un rendez-vous avec lui, un déjeuner avec lui et un grand médecin où nous allons, le docteur Patrick Lemoine, qui est un grand spécialiste du sommeil, de la transe, et des choses comme ça, où nous allons échanger. Donc, il se tient, que ce soit par Internet ou par ses contacts fréquents, toujours au courant des dernières avancées scientifiques. C'est à la fois donc un scientifique, un ermite, un homme de spiritualité, un humaniste. Il fait énormément pour des causes, le nombre d'écoles qu'il a construites, le nombre d'enfants qu'il a aidés sont innombrables. C'est un homme d'une simplicité extraordinaire. Je le vois toujours arriver avec ses valises de livres et il est là comme un enfant, à la fois avec un savoir sans fond, un puits de savoir, et à la fois une présence, je ne dirais pas juvénile, merveilleuse, et et ce rire toujours qui est là. Enfin, c'est quelqu'un que j'aime vraiment beaucoup, et nous nous voyons régulièrement, un peu plus en ce moment puisqu'il est moins en Inde, mais c'est vraiment quelqu'un dont j'aimais être l'éditeur, avec qui j'aime travailler, et je suis toujours surpris par la qualité invraisemblable de ses livres, avec ce savoir, ce puissant fond. Enfin, voilà, j'espère que cet hommage, vous qui le connaissez bien, vous répond bien. Comparativement avec d'autres auteurs spirituels, comment vous le trouvez, vous, en tant qu'éditeur? Vous avez édité pas mal de célèbres auteurs. Ben, vous savez, ils sont chacun différents, hein. Donc, bon, j'ai édité André Comte-Sponville. Arnaud Desjardins, vous avez édité plein de Voilà, grands. oui, 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 mais ils sont tous différents, c'est ça qui est de merveilleux, vous voyez ce que je veux dire? Et on a tous à apprendre quelque chose d'eux. Et je trouve que c'est ça la, la beauté de l'unicité. Chaque être humain est unique, et j'aime beaucoup cette formule de Cheikh Bentounes qui dit c'est la plus belle preuve de l'unicité de Dieu. Donc voilà, je pense que il faut savoir respecter cette richesse humaine, et justement, on devrait plus la nourrir, pourrait-on dire, plutôt que l'annihiler, parce que en chacun des êtres humains, il y a des trésors absolument incroyables, et C'est interminable, Monsieur Marc, les questions avec vous, mais malheureusement, il y a toujours un temps qui nous limite. Moi, j'ai préparé de ce livre les questions d'aujourd'hui, et quand vous m'avez envoyé par email votre autre livre, Une journée, une vie, que j'ai lu, j'ai préparé encore beaucoup plus, le double de ce que j'ai posé si vous voulez, aujourd'hui. on peut continuer Et c'est encore. Moi, pour il me ça, reste on 20 vous minutes. invite à un autre entretien si jamais vous avez le temps d'ici un mois, 2 mois, en fonction de votre emploi de temps, pour vous accueillir dans un autre dialogue de sagesse comme celui-là, si jamais Avec vous plaisir. pouvez nous Si vous accorder voulez bien, encore. parce que j'ai un livre à finir là, si vous voulez bien, on le finira plutôt à la rentrée. Avec plaisir. Okay. Vraiment avec plaisir. Entendu. Et maintenant, on est avec vous pour nous guider dans une méditation. Comme on vous a proposé, je vais traduire ça en arabe. إذن الآن
سيوجهنا الأستاذ مارك بتأمل موجه بالفرنسية وأترجم له بالعربية. Vous, Monsieur Marc, je vais vous traduire à fur et à mesure. Alors écoutez, je disais tout à l'heure que nous pouvons méditer n'importe où. Et bien, c'est إذن une bonne قلت occasion. للتو نستطيع أن نتأمل في أي مكان أي مكان نشاء. Voilà. Alors, le plus simple, moi, dans ma méditation zen, si vous voulez, je pose mes mains comme ceci. Je ne sais pas si vous les voyez. Oui, vous les voyez. هو في تأمل Voilà. الزن يضع يديه كما Je le mets comme ça. ترونه هذه الطريقة. Mais alors ça, c'est c'est ce qu'on appelle le mudra de la méditation. وهذا ما Et نسميه مدرة التأمل. voilà. Et on le pose en quelque sorte sur ses cuisses, ses mains mises comme ça. نضعهما على الفخذين. Mais on peut les poser aussi tout simplement à plat sur ses cuisses, si on a envie. ويمكن أن نضعه على واحد من الفخذين. Ou très simplement ramener les mains comme ça et les poser أو اليدين بهذا الشكل ونضعهما comme on veut, voilà, comme ça. Faisons comme on veut. Voilà. Moi, je vais les mettre هذه comme احتمالات je veux. ثلاثة للوضعية. Voilà. Alors, maintenant, ce qui est important dans la méditation, c'est donc de tout de suite, on peut commencer par fermer les yeux. إذن نبدأ الآن بإغماض العينين. On dit que dans la méditation, il faut passer par 3 moments avec les yeux, qui sont les yeux fermés, يقال les في yeux ouverts, التأمل نمر بثلاثة مراحل بالعينين مغمضتين. les yeux ouverts quand les pensées s'agitent trop, العينان مفتوحتان عندما يكون هناك هيجان في الأفكار. et qu'il faut toujours passer aussi par des moments où les yeux sont mi-clos. C'est-à-dire, ce n'est pas un regard qui scie, c'est un regard qui est juste posé devant soi comme ça, les yeux demi-fermés, à la fois, si vous voulez, ouverts et fermés, à la fois on est dedans et à la fois on est dehors. يجب أن نمر عادة أيضا بوضعية وهي فيها تكون العينان نصف مغمضتان، يعني نصف مفتوحة ونصف مغمضة. Et donc, je vais vous proposer de travailler cette posture des yeux comme ça, mi-clos. والآن أقترح عليكم أن تشتغلوا على وضعية العينين هذه نصف مغمضة ونصف مفتوحة. C'est assez bizarre parce qu'à la fois on voit le clavier de notre ordinateur, donc l'univers actuel. إذن وضعية خاصة نرى فيها مثلا الكمبيوتر. Puisqu'on a décidé de méditer dans cet instant précis, et à la fois on voit à l'intérieur de nous. وأيضا يعني نرى في الخارج كما ننظر في داخلنا في الوقت عينه. Si vraiment la vision du clavier et de l'écran vous gêne, vous fermez complètement les yeux. إذا مثلا كان منظر الكمبيوتر أو التليفون يزعجكم يمكن أن تنحوه جانبا. Ce qui est important, c'est de se tenir le dos droit. المهم أن يكون الظهر عموديا. Et la nuque droite aussi. والرقبة أيضا عمودية. Et le menton légèrement rentré. والذقن إلى الوراء قليلا. Et puis on respire.
ثم نتابع التنفس. On prend d'abord une grande inspiration et puis on expire profondément. شهيق عميق ثم زفير عميق. On écoute cette inspiration. نصغي لهذا التنفس الذي نقوم به. Il y a le Bouddha qui avait une très belle formule, il disait إذن quand j'inspire, بوذا كان يقول il disait quand j'inspire, je sais que j'inspire. عندما أشهق أعرف أنني أقوم بالشهيق. Quand j'expire, je sais que j'expire. وعندما أزفر أعرف أنني أزفر. Vous essayez de rallonger un peu votre expiration profonde. حاولوا أن تطيلوا قليلا هذا الزفير العميق. C'est-à-dire qu'on pousse la respiration vers nos mains, vers nos cuisses. أي نطيل نمغط التنفس ليصل نحو فخذينا. On pourrait dire, puisque nous sommes assis sur des chaises, qu'on envoie même notre respiration dans nos pieds. بما أننا جالسون على كراسي وكأن تنفسنا هو في أرجلنا وأقدامنا. Il y a un très bel adage chinois. هناك مثل صيني يقول qui dit le sage ou la sage الحكيم respire avec ses talons. يتنفس بقدميه. Ce qui veut bien dire que ce processus respiratoire ما يعني أن هذه الآلية التنفسية non seulement occupe tous nos poumons, لا تحتل فقط رئتينا mais aussi notre ventre. ولكن أيضا البطن. Notre expiration va dans le ventre, elle gonfle le ventre. زفيرنا يذهب إلى البطن وينفخه. Ce ventre que les Japonais, par exemple, appellent le hara, le fameux harakiri. الذي يسمونه اليابانيون الهارا. Et qu'ils appellent aussi Kikai Tanden, l'océan de l'énergie. ويسمونه محيط وبحر الطاقة. Et les scientifiques occidentaux disent que dans notre ventre, dans nos intestins, se trouve ce qu'ils appellent le troisième cerveau. العلماء الغربيون يقولون أن في بطننا البعد الثالث للذهن. Donc on respire profondément abdominalement. إذن نتنفس بعمق تنفسا بطنيا.
C'est comme les bébés. Quand vous regardez un bébé, il respire complètement avec son ventre. تماما مثل الأطفال الصغار إذا نظرتم إلى طفل وجدتموه يتنفس كليا من بطنه. Donc, il n'y a pas de tension dans le ventre. إذن ليس هناك من أي توتر في البطن. Et cette respiration envahit en quelque sorte tout notre corps, toutes nos cellules. وهذا التنفس ينتشر بطريقة أو بأخرى في كل جسدنا ويصل إلى كل خلايا هذا الجسد. On se promène dans la respiration. نعهد ونتعهد هذا التنفس. Chaque expiration, chaque inspiration est différente. كل شهيق وكل زفير يختلف عن زفير آخر. Et s'il y a des pensées qui passent, des émotions qui passent, إذا كان هناك من أفكار تخطر لنا أو انفعالات ما، on les laisse passer comme des nuages dans le ciel. ندعها تمر كما تمر الغيوم في السماء. On les regarde passer comme on regarderait des images à la télé. ندعها ننظر إليها تمر كما ننظر إلى الصور في التلفزيون. On n'est plus acteur de nos pensées, on devient spectateur. لا نعود فاعلين لأفكارنا، خالقين لأفكارنا، نحن مجرد شهود على هذه الأفكار. Et on respire. ونتابع التنفس. On respire calmement, profondément, sympathiquement, j'ai envie de dire. نتنفس بهدوء وببطء وبنعومة. On retrouve cette formule de Thich Nhat Hanh qu'on a employée tout à l'heure. On tombe in love avec sa respiration. نستعيد صيغة تيش نات هان التي سبق وقلناها، وقعوا بحب تنفسكم. On aime sa respiration, elle nous envahit. نحب هذا التنفس الذي يملأنا تماما. Elle va, elle vient, mais on la rend vraiment profonde. تنفس يأتي ويذهب ولكن نسعى كي يكون عميقا. C'est comme des vagues. Certaines sont longues, certaines sont courtes, certaines sont amples. إنه مثل موجات البحر، بعضها طويل عميق وآخر قصير وسطحي. ندعه كما هو.
Et ce qui est important, c'est d'en garder conscience. المهم أن نعي تماما هذا التنفس، Et c'est ça qui permet ce changement de polarité. وهذا ما يتيح هذا التغير في قطبية أقطاب التنفس. C'est-à-dire que ce n'est plus notre tête qui commande, ما يعني ليس الرأس هو الذي يأمر، ce n'est plus notre mental qui envahit tout, ليس ذهننا الذي يحتل كل شيء، c'est notre respiration qui envahit tout. وإنما تنفسنا هو الذي يحتل كل شيء. En effet, mettez vos mains comme vous le voulez. Ce qui est إذن important, c'est vraiment ce moment intense et profond où on prend l'air. ضعوا أيديكم كما تشاءون، المهم هو هذه اللحظة الأساسية التي نأخذ ونشهق فيها الهواء. Et là, je parle beaucoup, histoire de un peu dire la technique. إذن الآن أتحدث كثيرا عما هو تقنية هذا التأمل. Mais en fait, en même temps qu'on goûte la respiration, on goûte le silence qu'elle crée en nous. إذن في الوقت عينه الذي نتذوق فيه هذا التنفس، نتذوق أيضا هذا الصمت الذي هو فينا. C'est un moment aussi où je cite encore le Bouddha, bien n'étant pas bouddhiste, hein, mais c'est quand même un homme qui a été assez exemplaire dans l'histoire humaine. هنا أعود إلى ما قاله بوذا. Et il disait, pendant ma méditation, pendant chaque méditation, يقول خلال تأملي وخلال كل تأمل، en même temps que j'inspire et que j'expire profondément, في الوقت عينه الذي أشهق وأزفر بعمق، j'emprunte mon visage أحول وجهي et mon être وكائني بمجمله de bienveillance بالحب، أزيده أو أفعمه حبا envers tout ce qui existe, تجاه كل الكائنات animées ou inanimées. الكائنات المتحركة أو الوجود الجامد غير المتحرك. Allez, on respire. ونتابع التنفس. Une méditation n'a pas besoin d'être longue. لأن التأمل لا يحتاج إلى كثير من الكلام. Ce qui est important, c'est de retrouver ce contact qu'on peut retrouver après en quelques secondes si nécessaire. المهم هو أن نجد مجددا هذا الاتصال، ولا يصعب أن نجده Avec
et la respiration qui fonde notre vie, نجده بالتأمل الذي هو أساس حياتنا بالتنفس depuis le premier vagissement qu'on a eu quand on était bébé, منذ أول نفس أخذناه عندما كنا أطفالا jusque dans notre dernier souffle, وحتى آخر زفرة sans respiration, من دون تنفس notre existence n'existe pas. وجودنا كله لا وجود له. Et plus on va la rendre consciente, plus on va la faire exister, cette vie qui nous est donnée. وكلما زدنا من النعي هذا التنفس كلما زدنا من وجود هذه الحياة. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. أشكركم على إصغائكم ومتابعتكم votre présence. وعلى حضوركم. Et remercions l'existence d'être là et continuons notre chemin. نشكر الوجود الذي سنكمل فيه طريقنا. C'est à nous de vous remercier, Monsieur Mac, et dans l'attente de vous rencontrer encore une fois, on est tellement... Ben écoutez, merci, c'était un beau moment. Vraiment, j'ai beaucoup aimé participer à ce Zoom qui prouve qu'au-delà des frontières et des espaces, on peut communiquer ensemble dans la tranquillité, la paix et une certaine joie, disons-le, d'exister. Merci, merci bien à vous et pour toute l'attention que vous nous avez accordée et tout l'amour déjà que vous avez fait passer à travers vos réponses et la méditation que vous avez fait. Ben, je vous remercie beaucoup. Au revoir. Et à bientôt. À bientôt. Dans l'espoir de vous voir à la rentrée, comme vous avez promis. Oui, mais ça, on le fait. Rendez-vous pris. Entendu. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Voilà. Alors, Docteur Jacques Vigne, continuez avec nous. Je vous quitte. Donc, Docteur Jacques Vigne. Oui. Avant de terminer, on pourra un peu tchatcher concernant l'ensemble de cette rencontre, que ce soit l'interview ou bien la méditation. Qu'est-ce que vous en pensez et quelle était votre impression? Bien, ben oui, c'est cette Marc est bien lui-même, hein, il parle simplement, mais c'est le plus grand éditeur de spiritualité indépendante, je dirais, enfin, il fait des livres de spiritualité chrétienne aussi, donc vraiment dans toutes les religions. Et donc, il a commencé là-dedans très jeune. Et donc, pour moi, c'était un encouragement ici. Et je me souviens très bien, une des premières fois où je l'ai rencontré ici, il est passé me voir dans une maison que j'habitais
j'étais le locataire avec une vieille dame qui était disciple de Pierre Vilayat Khan à Suresnes et qui s'est installée donc à 200 mètres du temple de l'Universel au 23 rue de la Tuilerie. Et Marc de Smet était passé là et on avait parlé du premier livre de Maître le thérapeute et il avait senti voilà, que j'avais ce potentiel, psychiatre partant en Inde pour faire un pont entre la science et la tradition, entre l'Orient et l'Occident. Et depuis, ça a continué. Donc, il n'a pas pris tous mes livres, mais la plupart. Et ce qu'il y a de confortable aussi et d'encourageant en tant qu'auteur, c'est quand il prenait un livre, il le prenait complètement. Voilà, il n'était pas à me demander de corriger ci ou de corriger ça, il le prenait complètement. Et donc, voilà, c'était plus confortable. Voilà, on faisait un livre comme on le sentait, et puis il était publié tel quel. Et donc, je passe le voir de temps en temps ici à Gordes. Assez tôt, il est parti à Gordes et puis il revient à Paris pour des réunions, mais sinon, il est à Gordes, c'est en Provence, près d'Avignon. Et voilà, là, il a une vie plus paisible extérieurement parce que il y a l'ordinateur et il reçoit énormément de livres, il continue à lire. Voilà, alors depuis 70 ans, il s'est concentré sur des livres, je dirais, vraiment spirituels, alors qu'avec Albin Michel, il a fait des choses de bien-être aussi. Bon, il a fait, qui ont eu du succès, il pouvait sortir des livres sur le mal de dos, etc. Mais là, après 70 ans, il aime bien faire des choses vraiment qui aient un sens spirituel direct. Et dans ce sens-là, il a aimé faire des livres de Tenzin Palmo, déjà réédité, un de ses livres principaux qui est La vie quotidienne comme pratique méditative. Donc, il l'a réédité. Je me souviens, on en avait parlé il y a quelques années. J'étais chez lui, on a ouvert le coffre, on a ouvert une valise. Et puis, il y avait ce livre-là. Je lui ai dit, celui-là, il faudrait le rééditer. Et il a réussi à le faire rééditer donc, par Dervy. Et puis aussi ce livre sur la commentaire sur la méditation de Tenzin Palmo. Donc, c'était des séminaires que j'avais pris en note dans l'Himalaya, donc qui étaient uniques en leur genre, avec Tenzin Palmo. Plus on a été chercher sur l'Internet aussi, bien sûr, il y a pas mal de choses sur Tenzin Palmo sur l'Internet, et on a pris en anglais les commentaires des 37 vœux de Bodhisattva, qui est un texte très classique du bouddhisme tibétain, entièrement commenté par Tenzin Palmo, et ça a donné ce livre, Commentaire sur la méditation, plus une trentaine de pages d'introduction que j'ai faite donc pour présenter la vie et l'œuvre de Tenzin Palmo. Et donc, tout ça, ça a été des bons livres et c'est vrai que c'est une sécurité en tant qu'auteur d'avoir un éditeur qui vous soutienne, y compris pour des bouquins qui n'étaient pas évidents à publier, comme Le mariage intérieur ou, ou l'ouverture des canaux d'énergie par la méditation. Ce sont quand même des sujets voilà, un peu techniques, le mariage intérieur reposant sur l'ouverture des canaux par la méditation. Et ça fait 2 livres voilà, importants qu'il a pris en main. Et aussi, ce qu'il y a de bien dans cette collaboration long terme, c'est que les livres restent édités dans l'ensemble. Il y a de temps en temps, pendant quelques mois ou 1 ou 2 ans, un livre qui n'est plus édité, puis ils le reprennent. Mais c'est bien parce qu'il y a beaucoup d'éditeurs, si ça ne se vend plus assez, ils mettent les restes au pilon, ils ne vous demandent même pas. Et c'est décevant pour un auteur. Alors que là, donc, il réédite et réimprime régulièrement. Et même si mes livres, bon, c'est pas forcément des best-sellers, mais on peut dire c'est des longs-sellers parce que voilà, ils restent vendus depuis 20, 25 ans, 30 ans. Il vous a fait une belle éloge quand même. Quelle était votre impression en écoutant votre éditeur vous flatter comme ça? Ben oui, il faut faire attention à l'ego. Mais il savait qu'il était dans un groupe de partisans de Jacques Vigne, donc il se serait pris des tomates pourries via le Zoom s'il avait une critique. Donc il était prudent, il est malin. Non, mais il vous a flatté, il vous a bien flatté, non? Et est-ce qu'il a parlé de la méditation? Et c'est vrai que pour les valises, il vient me chercher d'habitude au car, et quand il voit me sortir avec ma valise, ben, il m'aide pour les mettre dans la voiture, donc il connaît le poids. Ça, c'est son expérience directe, les valises de livres, il les connaît. Et concernant la méditation et cette respiration qui est pour lui le gourou de la méditation, jusqu'à quel point vous êtes avec lui et quelle est disons, la nuance que vous pouvez...
Ben, Vijayananda, il le disait aussi, hein, l'avantage d'observer son souffle naturel, c'est que la respiration devient le gourou. Hein, il reconnaît qu'il y a des gourous de pranayama qui peuvent aider, donner des très bons conseils sur la respiration, mais ce n'est pas si facile à trouver. Et donc, au quotidien, revenir à la respiration naturelle, et c'est revenir au gourou, justement, comme le disait Marc, intérieur. Et puis aussi, Vijayananda citait avec beaucoup de respect le Bouddha qui conseillait anapanasati, c'est-à-dire l'attention au va-et-vient du souffle, comme la voie royale qui mène au nirvana. Et un maître bouddhiste comme Bouddha Gosa disait, on ne médite pas sur la respiration, mais on médite avec la respiration. C'est-à-dire quand on prend conscience d'un nœud corporel, émotionnel, douloureux, passionnel, si on le vit avec la respiration, il se dénoue. Donc, on médite sur le nœud, mais on médite avec la respiration, qui est un peu comme une sorte de solvant universel, la respiration naturelle. Et donc, tout ça, c'est bien cohérent. Et Tenzin Palmo aussi, quand elle veut donner un enseignement accessible à tous, elle revient à la respiration. Donc, parce qu'elle dit la respiration n'a pas de religion. Et c'est plutôt rassurant. Signale que la semaine prochaine, on aura 2 rendez-vous avec Dr. Jacques Vigne. Le lundi, on va continuer. C'est le premier lundi du mois prochain, qui est donc, le mois de mai. On a un rendez-vous. Et mercredi prochain aussi, comme celui-là, nous serons aussi en mois de mai. Et on aura une autre leçon comme celle-là. Et avant de terminer, est-ce que vous désirez dire quelque chose ou je sais pas faire quelque chose? Avec le public, hein, est-ce qu'ils ont des choses voilà, à observer? Ce n'est pas forcément des questions, ça peut être juste des réflexions. Oui, des impressions, des suggestions. Voilà. Donc, ce من يريد أن يتكلم له الآن الفرصة متاحة. Oui, Geneviève. Bonjour. Bonjour. C'était très beau. Et elle a raison, Madame Francine de Rueda, la gentillesse et la sagesse. Oui. Malheureusement, je n'entendais pas très bien parce que la bande passante était un peu faible, mais j'ai noté beaucoup de choses. Oui, alors moi aussi, j'ai noté pas mal de choses pendant l'entretien et peut-être si tu avais le temps, Thibaut, compléter. Hein, j'ai noté à mon avis les 3/4, mais si tu pouvais réécouter une fois, c'est des choses qu'on peut réécouter 2 fois ou 3 fois, ces genres d'interviews avec toutes ces paroles de sagesse. À ce moment-là, ça ferait un document qu'on pourrait mettre sur les sites et puis lui renvoyer. Il sera content d'avoir une transcription de ce qu'il a dit. Oui, bien sûr. On pourra à ce moment, en même temps, le mettre Oui, sur YouTube et mettre le texte. Oui, c'est bien d'avoir le texte aussi. Et donc, j'ai noté les 3/4, je vais relire. Hein, mais bon, si tu peux compléter, s'il y a des moments où il a dit des choses intéressantes, puis ça allait trop vite, je n'ai pas pu tout noter. Mais à mon avis, ce sera moins que tout transcrire, tu vois, parce que j'ai noté au fur et à mesure. Et c'est des choses précieuses. Puis ses paroles, hein, il a fait énormément de livres de paroles de sagesse. Et là, le fait qu'il y ait ces koans, ces paroles qui remontent, c'est signifiant quand même quand il parle de méditation. Oui, c'est un vrai sage en quelque sorte. On est très doux, calme. On aime l'écouter parce que. Oui. Oui, c'est très agréable. Et alors que c'est un éditeur très connu, il fait bon, pas tout le temps, mais je pense qu'il ne fait pas toutes les semaines, mais peut-être 2 fois par mois, des cours de zen à Avignon et viennent tous ceux qui veulent. Voilà. Il sent qu'il faut qu'il y ait une transmission directe aussi hors des livres et il le fait à Avignon régulièrement. Il habite à 40 km d'Avignon. Des cours de quoi? De zen, méditation zen. De zen, très bien. Et continue à apprendre, ça il n'en a pas parlé, mais le tai chi, hein, il a longtemps travaillé avec Yves Requena, sauf erreur. Je ne veux pas confondre, mais je crois que c'est Yves Requena, un grand enseignant de tai chi. Et il continue à prendre des cours. Je crois qu'Yves Requena est mort, mais justement, il ne pouvait pas la semaine dernière parce qu'il avait un cours auquel il voulait aller de tai chi. Et là, comme c'est les vacances,
ce que d'habitude, son cours de tai chi le mercredi après-midi. Mais là, c'était les vacances scolaires donc, de sa zone, donc il pouvait nous donner 1 heure. Nous sommes en train de finir avec Thibaut l'introduction de la 6 et de la 7. Oui, Il manquait, et il me manquait aussi la partie sur la 7, la numéro 1A. Il me manque 2 pages et demie du début. Donc, avec Thibaut, on va essayer de voir ça. Il te l'a envoyé, si tu peux regarder. oui, mais tu m'avais envoyé le début corrigé, non il me semble que tu as relu Oui, mais rapidement. j'attends de le compléter, hein. Ensuite, j'enverrai à Louis et tout ça, bien sûr. Et là, je viens de faire les introductions de Louis aussi. Voilà. Hein. Des introductions en français et en anglais, du coup, les deux. Il faudra que tu les relises, Jacques. Enfin, voilà. D'accord, oui. Et pour Marc de Smet, bon, oui. Voilà. Oui. Comme ça, si tu peux On jeter un avance. coup d'œil et m'envoyer, je pourrais compléter le montage de tout et l'envoyer. D'accord. Ça manquait les 2 introductions qui sont belles de Louis. Oui. Et le tout début, qui n'est pas, tu ne m'as pas envoyé en français, le début de la 1A, 2 pages et demie. D'accord, là j'ai dû confondre, je croyais que tu l'avais relu rapidement. Mais au fait, oui, ben, je vais relire. Hein, Voilà. Oui. Tout est prêt sinon, il manque juste. D'accord, oui. Je vais essayer de faire ça demain matin. En français pour la 7. Oui. En anglais, voilà, c'est complet. Il faut simplement que tu relises bien les introductions des 2. Voilà. Il vaut mieux attendre un peu, mais que ça soit bien fait et complet. Tout ensemble, oui, mais c'est beaucoup plus facile. Voilà. OK. Bonsoir Jacques. Oui, bonsoir. Oui, il y a un moment où il a parlé de Gurdjieff. Oui. Et moi, j'avais fait un stage chez Arnaud Desjardins à Hauteville avec un disciple de Gurdjieff sur le hara. Oui. Et je voulais savoir s'il y a une méditation spécifique dans l'enseignement de Gurdjieff. Est-ce qu'il y a une méthode de méditation propre à l'enseignement intrinsèque à l'enseignement de Gurdjieff? Ben là, récemment, il m'a montré un gros livre qui vient de paraître sur l'enseignement de Gurdjieff, de faire paraître lui-même. Et il me dit, c'est très intéressant, ça renouvelle l'enseignement de Gurdjieff. Mais bon, on n'a pas le temps de tout lire. Hein, voilà, je pense qu'il insistait beaucoup sur le déconditionnement des pensées automatiques, Gurdjieff, l'observation, bien sûr. Voilà, il y avait ces choses-là. Mais bon, alors c'était surtout Madame de Salzmann qui avait fait des exercices, y compris des sortes de danse. Voilà, ils ont leurs techniques. Swami Vivekananda, il avait travaillé avec Gurdjieff pendant un temps. Et puis après, voilà, il était parti pour l'Inde. Même avant de partir pour l'Inde, il avait laissé tomber Gurdjieff, mais la sœur de Swami Vivekananda avait travaillé plus longtemps avec Gurdjieff, donc il était un peu au courant de ce qui se passait. Voilà. Oui. Il y a aussi des danses méditatives. Un petit peu, oui, un petit peu. Hein. Et d'après Vivekananda, il le dit dans son livre, il l'a redit oralement, il pensait que c'était surtout Madame de Salzmann qui les avait faites. Oui, ou alors je pense à Pir Vilayat Nayat Khan. Oui. Tu sais, hein, parce qu'une fois j'avais été au centre à Suresnes, oui. Hein, dans le centre universel, et là ils ont fait des danses méditatives. Donc, ça t'a plu? Ah oui, beaucoup. D'accord. Énormément. Ouais. Oui, et Pir Vilayat, il faisait aussi la musique polyphonique. Hein, il pouvait diriger des chœurs de musique polyphonique. C'était une partie importante aussi. C'est toujours, je pense, il continuait la musique polyphonique classique occidentale dans le groupe soufis. Il dit que ça ouvre le cœur, etc. Moi, j'ai un souvenir d'une danse, je crois qui se nommait la danse des étoiles. Voilà, j'ai un vague souvenir lors de mon passage chez Pir Vilayat à Suresnes. Il s'est sans doute inspiré par Rumi aussi avec les danses giratoires et le symbolisme d'univers. Il parlait de la danse des étoiles, mais je trouvais ça très, très pertinent et bien inspiré, les danses méditatives chez Vilayat Nayat Khan.
qui faisait sûrement, parce que je crois que j'ai souvenir qu'il disait qu'il faisait beaucoup de camping, hein, les disciples de Pierre Villanette. Oui, au Sommet Bûcher ou en Suisse, oui, Sommet Bûcher dans le garage. J'avais été au Sommet Bûcher Ouais. dans le garage et c'était impressionnant. Hein, on était peut-être 500 et ils montaient les chapiteaux, Voilà, ils c'est ça. prenaient des tentes pour Ouais. tout le monde. Et on Ouais. était à 2000 mètres d'altitude ou 1500, Ouais. 2000 mètres d'altitude dans les Alpes en été. C'était Et- très nombreux, mais ils faisaient des danses même durant les camps. Les Oui, camps avec Pierre oui. Villanette Cannes, ils faisaient des danses méditatives. Ouais. Je trouve ça, ouais. Ah, du coup, ça me revient effectivement. Voilà. Et tu penses qu'il y a un lien avec entre l'enseignement spirituel de Pierre Vilayat et Gurdjieff? Tu penses qu'il y a une connexion entre les deux? Alors, j'ai pas analysé, je pense que c'était pas majeur. Hein, c'était pas majeur. Gurdjieff se réclamait de certains courants soufis. Voilà, Pierre Vilayat avait son courant soufi qui continuait. Voilà. D'accord. Très bien. Il y avait son fils qui était là, je crois, hein, le fils de Pierre Vilayat, ce jour-là. Je crois Pierre Zia, oui, oui. qu'on fêtait un anniversaire du décès de Pierre Vilayat, le jour où j'avais été. Ah, d'accord, oui. Oui. Ouais. Il est enterré à Delhi, à Nizamuddin, près de son père, Ah ouais? à 500 mètres de là où est enterré son père. Oui, oui. À Delhi? À Delhi, oui. Et ils ont une association humanitaire qui travaille pour l'éducation des musulmans, en particulier dans le quartier de Nizamuddin, où il y a des choses à faire. Ils sont quand même voilà, assez pauvres. Et donc, il y a je pense que les Français aident pour ça, mais même les autres aussi, parce qu'il y a pas mal de Hollandais qui. C'est donc probablement